Ok, dernier slide maintenant sur l'histoire de l'Internet et du logiciel libre. Alors là aussi, beaucoup de choses que vous trouverez directement sur Wikipédia. Donc le factuel, je ne vous le raconte pas là. Vous le lirez, ça ira plus vite pour tout le monde, bon pour vous comme pour moi. Non, les quelques choses que je veux vous dire, c'est des avertissements. La première idée, c'est que c'est des histoires totalement liées, puisque jusqu'aux années 80, en fait les années 70, parce qu'il y a un premier décret ou une première loi américaine qui demande la séparation entre le prix du logiciel et le prix de l'ordinateur. Bon, mais à l'origine, l'ordinateur et le logiciel, c'est la même chose. On vend un gros paquet puisqu'il s'agit d'arriver dans l'entreprise, puisqu'on est avant donc la micro-informatique et l'informatique personnelle. On arrive dans l'entreprise, il s'agit de la faire tourner, et donc on fait du sur-mesure à chaque fois, même si on utilise des logiciels de base qui sont les mêmes. À partir de là, il va falloir mettre en place quelque chose qui va servir à la boîte ou à l'entreprise en question. Et ça, c'est le métier d'IBM qui vend à la fois du logiciel et du matériel. Bon, à partir des années 80 et surtout de l'arrivée de Microsoft dans le jeu, grâce à l'accord passé avec IBM pour le lancement du PC, du personal computer, dans les années 80, c'est là où on change complètement de modèle, et c'est là en fait où va se créer le logiciel libre. Mais l'Internet, lui, était basé sur les technologies antérieures, c'est des années 70, et puis dans une communauté universitaire où le libre va de soi. Donc tout ce qu'on va retrouver dans l'Internet sur le plan technologique va être développé en libre. Les serveurs Apache, l'essentiel des serveurs Internet sont sur Apache. C'est du libre. Bon. Et puis au-delà des logiciels eux-mêmes, la gouvernance et l'esprit d'Internet, c'est celle du libre. Je vous le dis rapidement là, j'ai pas repris les différents liens, vous les retrouverez là aussi sur Wikipédia. Vous pouvez regarder par exemple l'Internet Engineering Task Force, l'IETF, qui est le gouvernement central d'Internet. Bon, Internet est dominé et plutôt est géré par trois principales structures. L'une qui s'occupe des noms de domaine, l'ICANN, ICA2N, la plus connue parce que les noms de domaine, c'est la partie la plus visible, c'est les .fr, les .org, les .com, les tout ce que vous voulez. Bon, il y a une autre structure qui est un peu moins connue, qui est le W3C, qui gère, disons, toutes les commandes et les interfaces du web. Et puis on a enfin, et c'est ça qui est probablement le cœur de la gouvernance d'Internet, l'IETF dont je viens de vous parler, qui est l'Internet Engineering Task Force, qui fonctionne. Et là, on est en plein dans le paradigme que je vous ai un peu développé dans le premier des 3 slides que vous recevez aujourd'hui. Dans le paradigme du réseau, de l'horizontalité, l'IETF, c'est quelque chose dans lequel tout le monde peut s'inscrire et y participer. C'est pas du tout comme l'ONU ou des structures internationales où c'est les États qui sont les seuls à avoir le droit de parole et le droit de décision. Dans l'IETF, on a les États, mais on a les entreprises, on a des académiques, on a des centres de recherche, et puis on a des individus. Vous avez des associations, des ONG, puis vous pouvez venir, vous, monsieur Trucmuche, et vous avez le droit de participer au débat comme tout le monde. Vous pouvez même le faire à distance, puisqu'il y a des réunions annuelles qui sont en présentiel, où les gens se retrouvent dans une grosse conférence, mais vous pouvez aussi être en ligne, puisque maintenant les technologies évidemment le permettent, comme vous vous en doutez. Et vous fonctionnez par groupe de travail sur des thématiques, et tout doit être décidé à l'unanimité. C'est là où s'élaborent ce qu'on appelle les Requests for Comment, les RFC, qui sont les lois techniques d'Internet. Donc là aussi, on est dans le paradigme du réseau le plus plat. C'est évidemment pour partie une illusion. Je ne vous ai pas fait un long cours sur les caractéristiques du réseau. On n'aurait pas le temps dans le temps qui nous est imparti, mais c'est l'idée d'un réseau plat, d'un réseau totalement horizontal où tout le monde a les mêmes droits et où l'individu est censé pouvoir jouer le même rôle que la structure, puisque là aussi il s'agit de redonner du pouvoir à l'individu. Donc on a une vision, disons, de ce que doit être l'Internet et de comment il doit être géré, qui est très proche des traditions du libre et de celle de ce nouveau paradigme que je vous ai un peu expliqué lors du premier slide. Donc ça c'était la première idée. Deuxième idée sur l'Internet, vous verrez là l'histoire factuelle, je vous la refais pas, mais 2 idées fausses, ou 2 idées importantes à prendre en compte. L'Internet, ça n'est pas le militaire. Il y a souvent l'idée, c'est les militaires qui ont mis ça, etc. Factuellement, c'est juste, l'ARPANET finance, mais très vite, ils s'en foutent, ils passeront par d'autres choses. Ils tombent d'ailleurs, il y a des tas d'anecdotes amusantes là-dessus, quand ils vont dans les labos sur des ingénieurs et des techniciens qui fument des pétards, qui se prennent du LSD, qui ont les cheveux longs. Ça les choque un peu, pour tout vous dire. C'est pas du tout leur culture, et donc ils abandonnent vite. Donc l'Internet, c'est pas le militaire, même si factuellement, l'ARPANET a joué un rôle. Et puis la deuxième idée, là, qui est pas une fausse idée qui circule, mais que je voudrais vraiment mettre en avant parce qu'elle a été très très importante, c'est le poids de la communauté universitaire qui va formater l'Internet d'une certaine façon. Et une chose qu'on oublie alors là vraiment tout le temps, c'est que les Américains
qui ont un système public peu développé. Hein. Beaucoup de choses sont faites par le privé, mais quand il y a des choses publiques, c'est du public. Hein. Bon, à la différence de pays comme la France, où on monnaie le public, voire tout ce qui vient, par exemple, de l'Institut géographique national, de ce type de structure. Aux États-Unis, quand c'est public, on n'a pas le droit de le monétiser. Donc, l'Internet étant payé par la National Science Foundation, qui est la grande structure de la recherche américaine, hein, pour le dire vite, vous trouverez ça facilement sur Wikipédia là aussi, ils n'ont pas le droit de faire du commerce dessus. Hein. Donc toute la gratuité du modèle d'Internet s'explique aussi par ça. Hein. Je voulais quand même vous le pointer parce que c'est souvent peu connu. Bon. Pour le logiciel libre, ce que je vous propose, c'est d'en arrêter là, parce que là aussi vous avez le factuel dans ce que je vous ai mis en termes de liens. Je vous conseille vraiment de lire Le Bazar et la cathédrale de Éric Raymond, qui montre bien là aussi le changement de paradigme. On revient au slide numéro 1 de cette petite série des 3 slides que vous avez sous les yeux, parce que la façon dont il va vous montrer comment la logique du bazar fonctionne est absolument passionnante. Puis c'est un petit texte à lire, il vous prendra pas trop de temps. Bon. Pour le reste, je pense que mes collègues Zbigniew Smoreda et surtout Dominique Cardon vous en reparleront. Donc pour moi, j'arrête là. Je vous remercie de votre attention. Bonne chance pour la fin de vos études. Et voilà.